Vous ne pensez pas trop. C'est bien pire que ça. Voilà ce que j'aurais voulu qu'on me dise il y a 20 ans, un mardi d'hiver à la médiathèque, quand j'ai levé les yeux de mon bureau et découvert que 3 heures s'étaient écoulées sans que je m'en rende compte. Pas parce que j'étais absorbé dans un livre passionnant. Non, parce que j'étais ailleurs. Quelque part entre un regret de la veille et l'inquiétude d'un lendemain qui n'existait pas encore. 3 heures, perdues à ne rien vivre. Ça vous est arrivé? Pas exactement ça peut-être, mais quelque chose d'approchant. Ce sentiment d'être perpétuellement absent de votre propre vie. De regarder vos journées défiler comme derrière une vitre, présent physiquement, mais quelque part dans votre tête, vous êtes en train de rejouer une conversation d'hier, de préparer des arguments pour un conflit imaginaire, de calculer tous les scénarios possibles d'un avenir que vous n'arriverez jamais à contrôler de toute façon. Et si vous essayez d'arrêter, vous pensez à ça aussi. Arrête de penser. Et hop, une nouvelle pensée sur le fait de ne pas penser. C'est là que la plupart des conseils qu'on vous donne échouent. Méditation, journaling, sport, thérapie, tout ça peut aider. Mais si la prémisse de départ est fausse, vous courez en cercle sans jamais vous en sortir. Et la prémisse fausse, c'est celle-ci. Vous croyez que votre problème, c'est que vous pensez trop. Or, Eckhart Tolle a découvert quelque chose qui va exactement dans la direction inverse. Et quand j'ai compris ça, vraiment compris, pas intellectuellement, mais dans quelque chose de plus profond que l'intellect. Quelque chose en moi a changé de façon permanente. Mais attendez, avant de vous dire quoi, il faut que vous compreniez pourquoi presque tout le monde se trompe sur cette question. La vraie raison pour laquelle vous n'y arrivez pas est presque offensante de simplicité. Et je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Je m'appelle Lucien. Pendant 38 ans, j'ai travaillé à la médiathèque municipale de Chartres. J'ai catalogué des dizaines de milliers d'ouvrages. Philosophie, théologie, sciences humaines, littérature mystique. J'étais, si je puis dire, un expert en classification du savoir humain. Et pourtant, ma propre tête était un chaos total. Comment vous expliquer ça? Il y a une ironie cruelle à passer ses journées à organiser la pensée des autres, pendant que la sienne tourne en boucle sans jamais s'arrêter vraiment. Ma femme Madeleine me disait parfois, le soir, avec cette douceur un peu mélancolique qu'elle avait, « Lucien, tu es là encore, mais où es-tu en esprit ?» Je souriais. Je lui disais que je réfléchissais et je continuais à penser. La vérité, c'est que cette rumination constante, je l'avais longtemps prise pour une marque de sérieux. Un homme qui réfléchit, qui prend les choses au sérieux. Ce n'est que plus tard, après la retraite, que j'ai compris que la pensée des grands philosophes, quand ils écrivaient, leurs œuvres n'avaient rien à voir avec la pensée qui me réveillait à 3 heures du matin pour me faire rejouer l'intégralité d'une réunion de travail de 1998. C'est un lecteur, un de ces lecteurs discrets qu'on finit par connaître après 30 ans de service, qui m'avait laissé un exemplaire usé du pouvoir du moment présent sur une table, un jour que je fermais la bibliothèque. Je l'ai feuilleté debout, par curiosité professionnelle, comme je le faisais avec tous les livres qui passaient entre mes mains. Je l'ai refermé 2 heures plus tard, assis par terre entre les rayons, avec la sensation étrange que quelqu'un venait de me décrire ma vie intérieure, avec une précision que moi-même je n'aurais pas su avoir. Tolle parlait de la voix dans la tête, de l'identification au mental, du fait que la plupart des êtres humains passent leur vie entière sans jamais réaliser qu'ils ne sont pas leurs pensées, qu'ils sont quelque chose de plus vaste, quelque chose qui peut observer les pensées sans être emporté par elles. Permettez-moi donc de vous transmettre ce que ces années de lecture, de marche le long de l'heure et de silence dans la nef de la cathédrale m'ont progressivement appris. Pas comme un professeur, comme quelqu'un qui a fait une partie du chemin, qu'il fait encore d'ailleurs,
parce que ce n'est pas une destination. C'est une façon de voir. Voilà le premier point que Tolle établit. Et c'est celui que la quasi-totalité des gens manquent. Vous n'avez pas trop de pensées. Vous êtes trop identifié à elles. Ce n'est pas la même chose. Et la différence entre ces deux énoncés change absolument tout. Imaginez que vous êtes dans une salle de cinéma. Sur l'écran, les images défilent. Joie, peur, conflit dramatique, moments d'amour, catastrophe, réconciliation. Si vous êtes assis dans votre fauteuil, vous regardez. Vous ressentez peut-être des émotions. Votre cœur s'accélère peut-être pendant une scène d'angoisse. Vous avez peut-être les larmes aux yeux pendant une scène émouvante. Mais vous savez que c'est un film. Vous restez vous. Il y a vous. Et il y a ce qui se passe sur l'écran. Maintenant, imaginez que quelqu'un vous pousse dans l'écran. Vous devenez le film. Chaque image vous emporte, vous définit, vous détermine. Il n'y a plus rien derrière vous pour observer. Il n'y a que le mouvement incessant des images. C'est ça, l'état ordinaire de la plupart d'entre nous avec nos pensées. Tolle l'explique dès les premières pages du pouvoir du moment présent, avec une clarté qui m'a frappé comme un coup de poing calme. Vous croyez être votre mental. C'est l'illusion fondamentale, la source de toute souffrance, de toute incompréhension. Remarquez ce mot qu'il choisit. Illusion. Pas erreur, pas mauvaise habitude. Illusion. Quelque chose qui semble totalement réel, mais qui ne l'est pas. Comme une illusion d'optique que vous regardez et qui vous piège, même après avoir compris mécaniquement qu'elle vous piège. Et là, je dois vous poser une question toute simple, mais qui peut tout changer si vous la prenez vraiment au sérieux, et pas seulement intellectuellement. Qui lit ces lignes en ce moment? Non, attendez, je reformule. Qui remarque que vous lisez ces mots? Il y a une pensée qui dit « je comprends » ou « je ne comprends pas ». Il y a peut-être un jugement qui surgit. C'est intéressant. Ou où veut-il en venir avec ça? Ces pensées sont là, elles défilent. Mais qui les remarque? Il y a quelque chose en vous qui observe le défilé de vos pensées. Quelque chose qui n'est pas lui-même une pensée. Et c'est précisément là que Tolle révèle quelque chose qui m'a profondément troublé la première fois que j'ai su le recevoir. Dans toutes les traditions contemplatives que j'ai eu la chance d'étudier pendant mes années à la médiathèque, les mystiques chrétiens du Moyen-Âge comme Maître Eckhart ou le pseudo-Denis, le zen japonais, le Vedanta indien, il y a une distinction fondamentale qui revient sans cesse, formulée de façon différente, mais qui pointe toujours vers la même réalité. Une distinction entre ce qui change et ce qui ne change pas, entre le bruit et le fond silencieux, sur lequel le bruit existe, entre les nuages et le ciel. Tolle l'appelle la présence, ou la conscience pure. Les mystiques chrétiens l'appelaient trop parfois le fond de l'âme. Dans le zen, c'est la nature originelle, la face d'avant la naissance. Ce ne sont pas des métaphores différentes pour des réalités différentes. Ce sont des langues différentes pour dire la même chose. Et cette chose-là n'est pas quelque chose que vous créez ou développez au fil d'années de pratiques spirituelles. C'est ce que vous êtes fondamentalement sous toutes les couches de pensée, d'émotions, d'histoires que vous racontez sur vous-même depuis l'enfance. Voilà ce que ça implique concrètement. Et c'est le cœur de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas arrêter de penser en essayant d'arrêter de penser. Parce que l'effort lui-même est une pensée. La résistance elle-même est une pensée. Je dois méditer pour calmer mon esprit. Pensée. Je n'arrive pas à méditer. Pensée. Pourquoi je n'y arrive pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pensée. Encore. Tolle le formule d'une façon qui m'a marqué. Se battre contre ses pensées. C'est comme essayer de s'extraire de sable mouvant en s'agitant. Plus on lutte, plus on s'enfonce. La résistance renforce exactement
ce qu'elle cherche à éliminer. Non, ce n'est pas ça. Ce qu'il propose n'est pas un effort. C'est un changement de perspective. Au lieu de vous battre contre vos pensées, au lieu de les juger, de les fuir, de chercher à les remplacer par d'autres, vous apprenez simplement à les regarder, à devenir, selon ses propres mots, le spectateur silencieux de votre propre mental. Et ce seul geste, si l'on peut appeler ça un geste, parce que c'est plutôt un désengagement, un lâcher-prise très subtil, change tout. Parce que dans l'instant où vous observez une pensée, vous n'êtes plus cette pensée. Il y a vous et il y a la pensée. La pensée existe toujours, mais il y a maintenant un espace entre elle et vous. Et cet espace, avec la pratique, s'agrandit. Mais pourquoi l'esprit résiste-t-il autant à se calmer? Pourquoi est-ce si difficile? La réponse va peut-être vous étonner. Et pour certains d'entre vous, elle va peut-être même vous soulager. Dans A New Earth, que je considère personnellement comme le livre le plus difficile et le plus précieux de Tolle, bien plus dense que le pouvoir du moment présent, il y a un concept que la plupart des lecteurs parcourent sans vraiment s'y arrêter. On l'appelle le corps de douleur, le pain body. L'idée est la suivante. Nous portons tous en nous une accumulation d'émotions non digérées, des douleurs passées qui n'ont jamais été pleinement vécues, traversées, acceptées et libérées, des chagrins étouffés, des humiliations ravalées, des peurs qui n'ont jamais trouvé de résolution. Ces émotions ne disparaissent pas avec le temps, contrairement à ce qu'on nous a souvent dit. Elles se condensent, se solidifient en quelque sorte, et forment ce que Tolle décrit comme une entité énergétique qui vit en nous, qui sommeille à certaines périodes et qui, à d'autres moments, se réveille. Et voici la partie qui m'a le plus frappé. Cette entité a besoin de se nourrir pour survivre. Et sa nourriture, c'est la douleur émotionnelle. La façon la plus efficace de produire de la douleur émotionnelle, c'est de produire des pensées douloureuses. Laissez ça s'installer un moment. Ne passez pas à la suite trop vite. Vos pensées en boucle, les ruminations nocturnes, les conflits rejoués à l'infini dans votre tête, les catastrophes imaginaires, les regrets qui reviennent comme des vagues semaine après semaine, ne sont peut-être pas votre personnalité anxieuse. Ce n'est peut-être pas un défaut de caractère. Ce n'est peut-être même pas un déséquilibre chimique. Ces pensées pourraient être le symptôme d'un corps de douleur accumulé au fil des années, qui cherche sa nourriture habituelle, exactement comme un organisme cherche sa nourriture biologique. Ce n'est pas vous. C'est quelque chose qui s'est formé en vous et qui a appris à survivre d'une certaine façon. Il m'a fallu du temps pour vraiment accepter ça, parce que j'avais longtemps cru que mes ruminations nocturnes étaient une marque de profondeur. Un homme qui réfléchit, qui ne prend pas les choses à la légère. Madeleine m'avait dit une fois, avec cette franchise directe, qui était l'une de ses qualités que j'aimais le plus. « Lucien, ta façon de t'inquiéter ne résout rien. Ça te donne juste l'impression que tu fais quelque chose. » Elle n'avait pas tort. Et ça m'avait mis en colère sur le moment, ce qui prouve bien qu'elle avait touché quelque chose de juste. Il y a un passage dans A New Earth que Tolle n'explique presque jamais en conférence. On le trouve dans le livre, chapitre 5, mais il passe souvent inaperçu, où il décrit le corps de douleur non pas comme une métaphore psychologique, mais comme une addiction à l'infélicité, une addiction au sens presque clinique du terme. Le corps de douleur a besoin de sa dose régulière de pensées négatives et d'émotions sombres pour maintenir sa présence, exactement comme un fumeur a besoin de sa cigarette ou comme certaines personnes ont besoin de leur conflit relationnel répétitif, ce qui implique quelque chose d'essentiel et qui explique pourquoi la pensée positive échoue si souvent. Lorsque vous essayez de remplacer vos pensées négatives par des pensées positives pour sortir des ruminations, vous vous battez contre une addiction avec de la seule volonté. Ça peut fonctionner par intermittence. Ça ne dissout pas l'addiction elle-même.
Ce qui dissout le corps de douleur, selon Tolle, c'est la lumière de la conscience. Lui tourner une attention silencieuse et non réactive. Le regarder sans le nourrir par la réactivité émotionnelle. Sans le fuir non plus. La fuite, le déni, le « je ne veux pas y penser ». C'est aussi une forme d'alimentation, parce que ça produit aussi de l'émotion. Juste le voir. Et là, lentement, quelque chose commence à se dissoudre. Pas immédiatement, pas en une semaine, mais pour de bon. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose de concret, parce que tout ce que je viens de dire peut très facilement rester dans la sphère intellectuelle, dans ce même mental qui crée le problème, si on ne lui donne pas une ancre dans quelque chose de plus immédiat. Cette ancre, Tolle l'appelle la conscience du corps intérieur, et c'est peut-être sa technique la plus pratique, la plus immédiatement disponible, et paradoxalement, l'une des moins discutées. L'idée est simple à décrire, mais demande une vraie attention à pratiquer. Là où vous êtes assis, maintenant, en cet instant, portez votre attention à l'intérieur de vos mains. Pas à leur forme, pas à leur aspect extérieur, pas à ce qu'elles font ou ce qu'elles devraient en faire, à ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Il y a peut-être une légère vibration, un picotement presque imperceptible, une chaleur subtile, une sensation que quelque chose de vivant habite cet espace. Vous sentez ça? C'est ce que Tolle appelle le champ d'énergie intérieure, la vie consciente qui anime votre corps physique avant même que la pensée intervienne. Et voici la chose remarquable. On ne peut pas sentir ce champ d'énergie intérieure et penser compulsivement en même temps. Les deux états s'excluent mutuellement. C'est comme essayer de regarder deux points de l'espace simultanément. L'attention ne peut pas être entièrement dans les deux endroits à la fois. Quand vous portez votre attention sur la sensation de vie à l'intérieur de votre corps, le mental bavard, ce flot incessant de commentaires, de jugements, de plans, de regrets, de projections, cesse d'occuper tout l'espace. Pas parce que vous l'avez combattu ou supprimé, parce que vous avez simplement retiré votre attention de lui pour la poser ailleurs. Vous vous rappelez ce que je vous disais sur le spectateur silencieux, c'est exactement ça. En portant votre attention sur votre corps intérieur, vous ancrez le spectateur dans quelque chose de réel et de présent. Vous lui donnez un endroit où se tenir. Et c'est ici que quelque chose d'extraordinaire peut se produire. Dans cet espace de quelques secondes, de quelques minutes peut-être, vous touchez quelque chose que la plupart d'entre nous ont oublié depuis très longtemps. Depuis l'enfance, pour certains. Le sentiment d'être simplement là, présent, vivant, sans agenda, sans passé à ruminer ni futur à anticiper. Juste ceci. Mais je dois d'abord vous dire pourquoi presque tout le monde abandonne cette pratique bien trop tôt. La raison, c'est que l'esprit revient. Toujours. Parfois après 10 secondes. Vous vous êtes ancré dans la sensation de vos mains, cette légère vibration de vie, puis une pensée est arrivée sans prévenir. Est-ce que ça marche vraiment? Ou j'ai oublié d'envoyer ce message, ou simplement une image mentale qui surgit de nulle part, et vous êtes reparti dans le film, et vous pensez « ça ne marche pas pour moi, je n'y arrive pas ». Mais, et c'est crucial, ce retour du mental n'est pas un échec, ce n'est même pas un obstacle, c'est le processus lui-même. Tolle utilise une métaphore que j'aime beaucoup parce qu'elle démystifie quelque chose que beaucoup de gens idéalisent. Il compare l'entraînement de la présence à l'entraînement physique. Les premières fois que vous essayez de tenir une posture de yoga après des années d'inactivité, le corps tremble. Vous tenez 2 secondes, puis vous revenez à votre position habituelle de confort. Ce tremblement, ce retour, ce n'est pas un signe que vous êtes mauvais à la posture. C'est exactement le signe que vous êtes en train de travailler le bon muscle.
Chaque fois que vous remarquez que vous êtes reparti dans vos pensées et que vous revenez au corps intérieur sans vous juger, sans vous punir d'être parti, vous entraînez quelque chose. Vous renforcez cet espace entre vous et vos pensées. Vous rendez cet espace plus stable, moins facilement colonisé par la prochaine vague de rumination. J'ai vécu ça, progressivement au fil des mois, et je ne vous promets pas des miracles en 5 jours, ce serait vous mentir. J'ai commencé à remarquer quelque chose d'inhabituel. Je pouvais être dans une conversation potentiellement stressante, dans une situation de conflit mineur, dans l'attente anxiogène d'un résultat médical, et il y avait quelque chose en moi qui restait légèrement en retrait, pas détaché, pas indifférent, pas dans le déni de ce qui se passait, mais pas entièrement emporté non plus. Il y avait une distance d'1 centimètre, pas plus, entre l'événement et ma réaction automatique. Et dans ce centimètre, il y avait un espace de choix que je n'avais jamais eu auparavant. Madeleine l'a remarqué avant moi, comme souvent. Elle m'a dit un soir, sans que je lui ai rien dit de ce que je pratiquais. « Tu es différent depuis quelque temps. Quand je te parle, j'ai l'impression que tu m'entends vraiment. » Ce n'était pas que j'avais appris de nouvelles techniques d'écoute active. C'est que j'étais plus souvent là, dans le présent de la conversation plutôt que dans le passé de mes préoccupations. Il y a quelque chose que Tolle dit en entretien, plus souvent dans ses conversations filmées que dans ses livres, et que j'ai noté dans mon cahier du matin un jour où je ne dormais pas bien et que je lisais des transcriptions de ses conférences. Il dit en substance ceci: « Le mental est un outil magnifique. Il a construit des ponts, soigné des maladies, composé des symphonies, résolu des équations qui décrivent la structure de l'univers. Le problème n'est pas l'outil. Le problème, c'est que l'outil est devenu le maître. Nous n'utilisons plus notre mental nous utilise. » Cette phrase a résonné en moi de façon particulière parce que j'avais passé 38 ans à utiliser mon intelligence comme un outil de rangement et de classification du monde. Et je n'avais jamais vraiment questionné si c'était moi qui tenais l'outil ou si c'était l'outil qui me tenait. C'est vertigineux quand on y pense vraiment. Toute notre éducation, tout notre système social valorise et récompense la capacité à penser, à analyser, à planifier. Et personne ne nous apprend à ne pas penser, à simplement être là. Il y a une différence fondamentale entre la pensée au service de la vie et la pensée qui remplace la vie. Entre penser pour résoudre un problème réel qui existe dans le présent et penser pour éviter de ressentir l'inconfort d'exister. Et c'est cette deuxième forme de pensée, celle que Tolle appelle pensée compulsive ou involontaire, par opposition à la pensée délibérée et utile, qui nous épuise sans jamais rien produire de précieux. Vous vous souvenez de ce que je vous disais au tout début? Ces 3 heures perdues un mardi d'hiver à la médiathèque, ce n'était pas de la réflexion. Ce n'était pas mon intelligence au service de quoi que ce soit. C'était de la pensée qui tournait en roue libre, se nourrissant d'elle-même, sans direction, ni but, ni objet réel. Et au bout de 3 heures, j'étais épuisé, comme après un effort intense, sans avoir rien pensé de particulièrement utile. La différence entre ces deux modes de pensée, c'est précisément la présence ou l'absence du spectateur silencieux. Quand vous êtes présent à votre pensée, quand vous la regardez fonctionner plutôt que de vous y perdre, vous pouvez choisir quand l'activer et quand lui dire de se reposer. Quand vous n'êtes pas présent à elle, c'est elle qui vous choisit. Il y a une expérience très simple que Tolle propose dans plusieurs de ses conférences. Une expérience qui peut sembler presque naïve, mais dont l'effet, si on l'attend vraiment, est immédiat et souvent surprenant. Il vous demande de vous poser cette question mentalement. Je me demande quelle sera ma prochaine pensée. Pas pour obtenir une réponse particulière, pas pour analyser le résultat, juste
pour observer ce qui se passe dans l'espace entre la question et ce qui vient ensuite. Essayez, là, maintenant si vous pouvez. Je me demande quelle sera ma prochaine pensée. Et vous attendez, avec une curiosité tranquille, sans impatience, sans attente particulière, sans jugement. Que se passe-t-il ? La plupart des gens qui font cet exercice pour la première fois décrivent la même chose, un bref silence. Quelques secondes, parfois une dizaine de secondes, pendant lesquelles le mental semble déconcerté. Il ne peut pas produire une pensée immédiatement parce qu'il est en train d'être observé. Un peu comme ce chat que j'avais autrefois, qui guettait les oiseaux depuis le rebord de la fenêtre. Aussitôt que je le regardais, il se retournait vers moi, l'oiseau momentanément oublié. C'est exactement ça qui se passe. En posant cette question, vous venez de créer, pendant quelques secondes, l'espace entre vous et vos pensées dont nous parlons depuis le début. Vous avez activé le spectateur silencieux. Vous l'avez rendu présent d'une façon immédiate et expérientielle, pas seulement conceptuelle. Vous voyez comment ça fonctionne maintenant. Ce n'est pas une technique de contrôle ou de suppression du mental. C'est une technique de désidentification. Vous ne combattez pas vos pensées. Vous prenez un pas en arrière par rapport à elles. Vous vous souvenez que vous n'êtes pas le film. Vous êtes assis dans le fauteuil. Toll parle dans A New Earth d'une conscience sans contenu, une conscience qui précède la pensée, qui la contient, qui ne dépend pas d'elle pour exister. Et il est très clair sur ce point, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Cet état de conscience pure n'est pas quelque chose d'extraordinaire ou d'élitiste, réservé aux mystiques ou aux personnes qui ont passé des années dans un ashram. C'est votre état naturel. C'est ce que vous étiez avant que les pensées commencent à remplir tout l'espace disponible. Un enfant très jeune, avant que le langage, le récit de soi et les constructions de l'ego ne prennent toute la place, est largement dans cet état, présent, absorbé dans la sensation immédiate de l'instant, sans passer à ruminer ni futur à anticiper. Ce n'est pas une régression que de retrouver accès à cet espace. Je ne sais pas si les mots suffisent pour transmettre ça, moi, l'enfant de Chartres, formé par les siècles de pierre gothique et la lumière filtrée à travers les vitraux de la cathédrale. Il me fallait cette connexion-là pour que ça cesse d'être une idée abstraite et devienne quelque chose de réel dans ma vie. Alors, laissez-moi vous proposer quelque chose de concret pour les 5 prochaines minutes. Pas une méditation formelle avec un coussin et une bougie. Pas un exercice compliqué avec des étapes à mémoriser. Juste ceci. La prochaine fois, ce soir, demain matin, peu importe quand vous remarquez que votre tête commence à tourner en boucle sur quelque chose qui vous préoccupe, au lieu d'essayer d'arrêter les pensées par la force, ou de les remplacer par des pensées positives, ou de vous distraire par votre téléphone, faites une seule chose. Portez votre attention à l'intérieur de vos mains, juste là, à l'intérieur, la paume, les doigts, pas leur forme extérieure, ce qui existe à l'intérieur. Sentez ce champ d'énergie légèrement vibrant qui habite cet espace, ce picotement subtil, cette chaleur vivante. Si vous ne sentez rien immédiatement, c'est tout à fait normal. Restez attentif quelques secondes de plus, avec curiosité et sans attente. Quand vous commencez à sentir quelque chose, laissez votre attention s'étendre lentement. De vos mains à vos avant-bras, de vos avant-bras à vos bras entiers, puis à votre torse, puis à tout votre corps. Un champ de vie silencieux et présent qui habite chaque cellule pendant que vous respirez, pendant que votre cœur bat. Et dans cet espace élargi, observez vos pensées, non plus comme des réalités urgentes qui réclament une réponse immédiate, non plus comme des juges ou des bourreaux, mais comme des nuages qui traversent un ciel, des nuages qui viennent, qui s'attardent un peu et qui passent. Vous êtes le ciel, vaste, silencieux, imperturbable.
pas les nuages. Vous pouvez faire ça 2 minutes, 5 minutes, ou simplement 10 secondes pendant que vous faites la vaisselle, que vous attendez un bus, que vous marchez jusqu'à votre voiture. Ce n'est pas une pratique qui nécessite des conditions particulières. Elle est disponible à tout moment. Chaque fois que vous le faites, même maladroitement, même brièvement, vous entraînez ce que Tolle appelle la présence. Vous agrandissez cet espace entre vous et vos pensées. Vous rendez un peu moins probable que la prochaine vague de rumination vous emporte entièrement, sans que vous le remarquiez. Et progressivement, pas en une semaine, je vous le redis, mais avec la continuité d'une pratique douce et sans violence envers vous-même, vous commencerez à ressentir ce que Tolle décrit comme une immobilité sous le mouvement. Le fond silencieux sur lequel toute votre vie se déroule. Ce fond qui a toujours été là, que vous n'avez simplement pas su regarder. Vous ne penserez pas moins, mais vous serez moins utilisé par vos pensées. Vous récupérez quelque chose que vous n'aviez peut-être jamais vraiment possédé pleinement, votre propre vie, dans le présent où elle se déroule réellement. Et ça, c'est une liberté d'une toute autre nature que tout ce qu'on peut acquérir, gagner ou mériter. C'est une liberté qui n'a pas de contraire, parce qu'elle ne dépend de rien d'extérieur. Je repense souvent à ces matins à Chartres, quand je marche le long de l'heure avant que la ville ne s'éveille vraiment, l'eau qui reflète le ciel sans chercher à le retenir. Les arbres qui n'ont pas d'opinion particulière sur leur propre reflet dans la rivière. Le silence de la nef de la cathédrale. Ce silence qui n'est pas l'absence de son, mais quelque chose de vivant, de plein, d'habité. Assez grand pour contenir tout le reste. C'est ce silence-là dont Tolle parle. Pas le silence de la tête vide ou de l'indifférence. Le silence de la présence pleine où tout peut exister sans qu'on soit emporté par quoi que ce soit. Ce que j'ai appris, en fin de compte, après toutes les lectures, toutes les promenades, tous les silences dans la pierre et toutes les conversations avec Madeleine, c'est que ce silence n'est pas quelque chose à atteindre au terme d'un long voyage. Il est déjà là. Il a toujours été là, sous les pensées, sous les émotions, sous toutes les histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes depuis si longtemps. Il attend simplement que vous vous souveniez de le regarder. Vous ne pensez pas trop. Je vous le redis une dernière fois. Vous avez simplement oublié, comme nous tous, que vous n'êtes pas vos pensées. Et ce rappel-là, il suffit parfois. Restez dans la présence.